Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, comme tu l'as remarqué, nous sommes pas totalement dans mon studio puisque c'est un tout nouveau format que je vous propose sur cette chaîne. Tu as cliqué dessus, donc tu as compris que le format s'appelle Autopsie. C'est un format que je ferai à chaque fois en duo avec un ou une invitée qui partage la même passion que nous, le cinéma d'horreur et de genre. Ça peut être tout à fait une créatrice ou un créateur de contenu, une réalisatrice ou un réalisateur, une comédienne ou un comédien, etc. Donc, je vous invite à me dire en commentaire qui vous avez envie de voir pour ce format. Et ce premier épisode, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Demoiselle d'horreur. Merci infiniment d'être là et bienvenue à toi, bienvenue dans la chambre froide. Merci beaucoup Anouk de me recevoir. C'est un honneur pour moi que d'être l'invité du premier épisode de ce format. Écoute, je te laisse simplement te présenter pour les peut-être 3 personnes qui ne te connaîtraient pas sur cette chaîne. C'est trop de flatterie. Non, alors du coup, je m'appelle Judith. J'ai créé la chaîne Demoiselle d'horreur, donc chaîne YouTube, en 2020. Une chaîne sur laquelle je fais des analyses de mise en scène de films d'horreur, mais centrées sur les personnages féminins, et aussi des interviews de réalisatrices et de comédienne de films de genre. Ça fait un moment que j'ai un peu mis ce format de côté parce que j'ai plus les mêmes conditions de tournage à ma disposition, donc j'ai un peu mis ça en pause. En revanche, j'ai beaucoup transféré mon activité sur Twitch où je fais du jeu vidéo d'horreur et où je continue à faire des streams cinéma, d'analyse, d'actu, critique, etc. Je suis aussi donc critique chez Écran Large. Je l'ai été sur la RTS, donc radio et télévision suisse. J'ai un peu arrêté parce que ça prenait beaucoup de temps, mais voilà, c'était trop chouette. Et je suis aussi réalisatrice de courts-métrages de genre. Du coup, des projets aussi qui s'installent gentiment aussi en tant que réalisatrice. On va aussi beaucoup parler de ce pan-là. En fait, au tout départ, je voulais être comédienne vraiment lors de ma scolarité. Et après, ça a un peu shifté parce que les études qu'on m'a fait faire, plus ou moins, ne correspondaient pas tellement à ce parcours. J'ai un peu perdu la confiance de cette vocation. Mais du coup, je me suis déportée vers la réalisation, qui est quelque chose qui me faisait aussi extrêmement envie parce que j'ai toujours eu le besoin de m'exprimer par l'image, le visuel, que ce soit le dessin, la peinture, la photo et donc la réalisation. Et j'ai fait une école de réalisation et j'ai fait un peu de court-métrage. Et donc, j'ai fait mon premier court-métrage officiellement produit, donc vraiment accompagné par une production. Il est terminé depuis environ 1 an. Et comme c'est un court-métrage que j'ai fait avec l'aide du CNC Talent, il finira par arriver sur ma chaîne dans normalement pas trop longtemps. Il s'appelle Les 3 sorcières et a un ton un peu étonnant où, tu sais, en fait, moi, on me fait beaucoup la critique quand je présente des projets à des productions ou quand je présente mes courts-métrages dans des festivals où on me dit souvent soit c'est pas assez de l'horreur, soit c'en est trop. Parce que j'aime bien flirter à la lisière des genres. J'ai vu déjà quelques images et je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien. Moi, en tout cas, je suis assez hypée et je me réjouis de le voir. Donc, ah bah trop bien. On va passer à la partie 2, puisque je n'ai peut-être pas reprécisé, mais le format s'appelle l'autopsie. Donc, on fait une autopsie donc de toi, Judith. Et la partie 2, c'est l'incision d'ouverture. Ça va faire un petit peu mal. Pour un peu mieux comprendre et peut-être mieux te connaître, de savoir d'où vient cette passion du cinéma d'horreur et de genre et peut-être de l'horreur en général. Un peu commencer à ouvrir et à connaître Judith un peu mieux par rapport à ce prisme-là. En fait, je pense que ça remonte à vraiment très jeune. J'ai toujours eu, même sans que ce soit focalisé sur le cinéma, j'ai toujours adoré avoir peur et faire peur aux gens. Je repense souvent à mon ami qui partageait ma chambre en prépa, à l'internat, les coups que je lui ai fait, putain, pour la faire flipper, la pauvre, mais des trucs de malade. Alors bon, ça, je ne me lasse jamais de raconter ces histoires, c'est vraiment les meilleurs moments de ma vie, je crois. Mais par exemple, donc on partageait la même chambre et un jour, je savais qu'entre 2 cours, elle allait repasser dans la chambre et donc moi aussi. Et en fait, je me suis dépêchée pour arriver à la chambre avant elle. Elle ne savait pas que je repasserais dans la chambre. Et en fait, je me suis planquée sous son lit en mettant sur ma main un gant, tu sais, de main de gorille tout poilu, tout noir et tout. Et en fait, j'ai attendu qu'elle rentre dans la chambre, qu'elle se pose près de son lit et j'ai chopé sa cheville, tu vois. Mais et du coup, je t'aurais tué, je pense. Oh, et j'ai fait je sais pas combien de coups comme ça à mes camarades en internat. J'aurais beaucoup de cheveux blancs si j'avais vécu avec toi. Sûrement quelques arrêts cardiaques, sûrement. Sûrement. Les gens parfois perçoivent ça de manière
hyper cruel et c'est vrai que du coup parfois je vois que je dépasse les bornes et je m'en veux, mais c'est un truc en fait, la peur aussi bien chez moi que chez les autres me fascine. Si je peux raconter encore une autre Vas-y, mais bien mes sûr. amis vont me tuer, mais je suis partie en vacances avec des amis dans une petite maison de campagne et en fait la porte d'entrée était vitrée, tu sais, et du coup tu sais, la nuit quand c'est allumé à l'intérieur, derrière les carreaux c'est entièrement noir, tu vois rien. Ouais. Et c'est vrai que dans ce groupe d'amis il y en a deux qui sont spécialement sensibles un peu et qui sont un peu mes victimes préférées, les pauvres. À un moment donné, voilà, on était dans la pièce principale et on jouait à des jeux de société. Bon, à un moment donné, je prétexte d'aller aux toilettes. Je sors de la maison par une fenêtre avec un drap blanc. Et je mets tous mes cheveux devant la figure comme dans The Ring, surtout qu'en plus je sais que c'est une figure qui est terrifiante. Je m'enroule dans du drap blanc et je vais juste me poster derrière la vitre, tu vois. Et les pauvres, elles ont tellement hurlé, les pauvres. Il y en a une qui a pleuré, je me suis sentie trop. Mais elles sont toujours tes amies ou Oui, mais elles ont vraiment de la patience. ça. Ah ouais, elles ont de la patience. Et si on te fait le coup à toi, tu le prends bien? Alors justement, alors sur le moment, ça peut être un peu dur effectivement. Je peux me dire genre ah mais quelle horreur, c'est pas sympa. Et en même temps, très vite, je me mets à rigoler aussi et à me dire putain, c'était vachement bien pensé. Et en fait, ce plaisir de faire peur, je pense que ça vient aussi du fait que quand j'étais vraiment petite, mon grand frère pour le coup, lui, me flanquait des sacrées trouilles et qu'en fait, tu vois, c'est vite devenu un jeu. Et donc en fait, ça a très vite fait partie des jeux qu'on avait quand on était gamin. On jouait dans le jardin. En fait, vite, il faisait nuit et on se racontait des histoires d'horreur et on jouait à se faire peur en se cachant derrière les arbres. Je pense que vraiment cette espèce d'amour du mystère, du noir, de la peur, c'est ce qui a un peu facilité un petit peu justement le fait que je me sois autant fascinée par les films d'horreur. En plus, je dis souvent, mais ma mère elle-même aime beaucoup les films d'horreur et a toujours aimé la littérature gothique. Donc elle m'a rapidement mise devant, tu vois, quand j'étais gamine, du Tim Burton qui m'a beaucoup, comme un peu toutes les personnes de ma génération, m'a beaucoup parlé. Donc ouais, j'ai très vite grandi avec ça. Notamment la cassette que j'ai dû le plus poncer quand j'étais toute petite dans la période Tim Burton, c'était L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr, avec le court-métrage Vincent, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui passe avant le film. Et en fait, ce court-métrage me terrifiait et en même temps me fascinait complètement. Et c'était mon premier contact avec l'univers d'Edgar Poe. Et donc en fait, tu vois, il y a plein de pièces du puzzle qui se sont mises en place quand j'étais très petite, avant même d'arriver dans la vraie cinéphilie, qui m'ont prédisposée, on va dire, à aimer l'horreur, quoi. Est-ce qu'un film qui t'a fait peut-être un déclic? Alors c'est pareil, c'est pour les gens qui suivent un peu ce que je fais, je pense qu'ils en ont trop marre que je cite cet exemple, mais j'y peux rien, c'est ma vie, mais c'est le Dracula de Coppola, où en fait, petite, j'ai été fascinée par l'objet avant même de voir le film, parce que je passais beaucoup de temps chez mes parents à regarder l'étagère de VHS, et en fait, j'ai un peu commencé à apprendre les principes du cinéma comme ça, parce que je regardais les VHS, donc je regardais les images, puis quand j'ai appris à lire, j'ai commencé à lire les noms, et j'ai commencé à voir qu'il y avait des noms qui se retrouvaient, tu sais, d'une cassette à l'autre, donc j'ai commencé à comprendre que parfois des films étaient faits par une seule et même personne, que les acteurs faisaient différents films, jouaient chez différentes personnes et jouaient différents rôles, etc. Donc j'ai appris pas mal de choses comme ça. Et en fait, mes parents avaient effectivement la cassette de Dracula, parce que ma mère adorait ce film. Et la VHS, je sais pas si tu revois l'affiche, qui est cette espèce de gargouille en pierre avec un design génial. Et le titre avec ce lettrage en sang là, qui est incroyable. Et donc en fait, cette VHS m'a vraiment fascinée avant même que je vois le film. Et évidemment, tout de suite, mes parents m'ont dit hors de question que tu regardes ça pour l'instant. Il va falloir que tu grandisses un petit peu avant. Et donc en fait, c'est comme si j'avais été obsédée par ce film avant même de vraiment comprendre ce dont il s'agissait. Et ensuite, je l'ai vu et c'est devenu instantanément mon film préféré avec Édouard de Main d'Argent. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est l'une de mes références les plus importantes. Et en fait, à l'adolescence, donc j'étais déjà fan de ce film et j'ai lu Dracula. Et ça a été un peu le coup de départ du moment où je suis tombée aussi dans la littérature. Et ça a été vraiment une claque. Et pourtant, je préfère le film au livre, au roman, même si je le trouve intéressant. Même si je le trouve génial par plein d'aspects, je trouve quand même qu'il a aussi des limites, même si on s'autorise rarement à le dire. Et donc en fait, à la fois ça a été une claque et en même temps c'était pas assez, et donc ça m'a déclenché et je suis mise à lire plein de choses et surtout du roman gothique. Et à partir de là, en fait, si tu veux, mon amour de l'horreur et du genre s'est développé aussi bien dans la littérature que dans le cinéma. Le fait que j'ai une préférence pour l'horreur et que j'ai décidé d'axer mon contenu sur l'horreur n'empêche pas que, évidemment, mon amour du cinéma d'horreur s'est développé en parallèle de mon amour du cinéma tout court. Je trouvais intéressant de savoir aussi, est-ce que toi, tu arrives à un peu identifier qu'est-ce qui t'attire peut-être un peu plus qu'un autre genre? Alors j'essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile. On peut que un peu faire des suppositions et essayer de prendre du recul, parce que tout ça reste vraiment ancré dans quelque chose de très intime, très personnel, qui est un peu difficile à démêler. Je pense effectivement que les films d'horreur déjà s'adressent à nos angoisses et à des choses dont le monde nous parle pas. Tu vois, de manière générale, à des choses qui sont tabous, la mort, les peurs les plus ancrées, les pensées intrusives, tout ça. Le cinéma d'horreur va un peu explorer tout ça, et je pense que ça explique qu'il y ait des gens qui soient très réfractaires à ça parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se retrouver confrontés
confrontés à ce genre de choses et je comprends très bien. Et il y a des gens qui dealent mieux avec ces angoisses justement quand elles sont représentées, ce qui est mon cas. Et c'est vrai que depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une gamine angoissée, qui avait du mal à dormir et qui s'imaginait toujours des fantômes partout et tout. C'est à la fois devenu mes angoisses et en même temps du coup mon univers. Et donc moi j'aime effectivement qu'on parle de ces choses-là, qu'on représente ces choses-là. Et justement en termes de représentation, c'est quand même un cinéma surtout pour les femmes dans lesquelles on trouve quand même des personnages beaucoup plus intéressants et auxquels il est quand même beaucoup plus sympa de s'identifier, ou en tout cas il y a beaucoup plus de variété, de choses intéressantes. Voilà, puis surtout c'est un cinéma dans lequel effectivement on va exprimer aussi pour les femmes parfois des pulsions violentes, des choses qui sont pas tellement représentées dans le cinéma mainstream, mais qu'on a besoin de voir représenter nous aussi, tu vois, en tant que femmes. Donc il y a ça. Et il y a aussi tout simplement la sensation forte, tu vois. Moi j'adore les manèges à sensation forte et je pense que en fait les films d'horreur, cette manière de te provoquer de la peur, parce que même si tous les films d'horreur font pas peur, on est d'accord, et qu'il y en a qui sont très très intéressants sans pour autant faire peur, la première chose que je suis venue chercher au départ dans le cinéma d'horreur, c'était le fait d'avoir peur, vraiment d'être terrifiée. Je pense que rechercher un peu ces sensations extrêmes que tu n'as pas tous les jours dans ton quotidien, et de manière sécurisée bien sûr, c'est quand même une manière de te connaître, de te sentir vivant et de faire vivre une partie de toi qui d'habitude n'a pas vraiment lieu d'être explorée, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et là où je te rejoins, je suis quelqu'un de ultra angoissé et j'ai l'impression de soulager en quelque sorte tout ça en regardant de l'horreur, en ayant peur devant un écran, comme je soulagerais une tristesse en pleurant un bon coup devant une histoire qui finalement me touche mais ne me concerne pas, et ça exorcise un peu tout ça en fait. Si, oui, bien sûr, il y a un aspect cathartique hyper fort. Pour moi, ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que ça permet de te connaître, tu vois, tu te projettes dans des situations où en fait tout à coup le film dans ce qui te procure comme émotion, la manière dans ce qu'il révèle de tes angoisses, etc., ça va te révéler des choses sur toi-même, tu vois, et à partir du moment où tu te comprends mieux toi-même, ça te révèle aussi quelque chose de la vie et ça touche à quelque chose d'extrêmement universel. Et pour ces raisons-là, je trouve ça très dommage que souvent l'horreur soit un peu dépréciée, j'ai l'impression, justement parce que trop reléguée dans une conception des choses simplistes à un genre qui flatte les bas instincts, parce qu'on met en place des mécaniques un peu simples qui vont, soi-disant simples, qui vont susciter justement de la peur ou du dégoût chez le spectateur. Mais en fait, pour moi, la peur et le dégoût sont pas du tout des émotions méprisables et en fait qui permettent aussi bien que les autres de comprendre des choses sur soi et sur la vie. Donc ouais, clair, c'est voilà. Clair. C'est un genre qui est quand même beaucoup boudé et c'est pour ça aussi que c'est aussi peut-être un genre justement où j'avais envie d'exprimer à quel point il est fantastique et à quel point il y a des œuvres incroyables. Du coup, on passe à la partie 3 qui est l'examen interne. On va observer tes organes, les disséquer et les prélever. Un programme très sympa. Et on va du coup aller plus en profondeur de ton rôle en tant que réalisatrice. Donc voilà, je te laisse un petit peu simplement développer là-dessus si ça te va. Oui, alors effectivement, j'ai encore trop de mal, je pense. Il faudrait que je le fasse, mais j'ai souvent beaucoup de mal à me présenter en tant que réalisatrice. Je précise très peu que je réalise auprès des gens qui me demandent de me présenter à eux parce que, en fait, je complexe du fait que je n'en suis encore qu'à réaliser des courts-métrages. Même si malheureusement à notre époque c'est pas rare que des gens qui aspirent à réaliser à mon âge n'aient fait que des courts-métrages, mais parce que j'arrive pas à en réaliser toujours souvent, parce que j'ai du mal à être fière de ceux que j'ai déjà réalisés pour plein de raisons, parce que même si de tournage en tournage je me vois progresser, en tout cas moi j'arrive pas à en faire. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui arrivent à mettre encore une fois des choses en place très vite, à motiver des gens très vite, à rassembler des moyens et à se débrouiller avec pas beaucoup de moyens. Moi j'ai pas toujours cette force là et du coup je réalise pas des courts-métrages tous les 4 matins, donc c'est difficile quand tu dois attendre 3 ans entre tes courts-métrages pour réussir à retenir une leçon supplémentaire, etc., et à progresser. En tout cas, voilà, moi je tiens bon parce que j'estime que j'ai quand même des choses à dire et à raconter. Ce que je te disais un petit intro, c'est que j'aime bien flirter un petit peu à la lisière des genres. J'aime bien ne pas respecter entièrement les codes d'un genre et y entrer de manière frontale. Parce que même si j'adore l'horreur et que je suis toujours en réclamation justement que le genre s'assume au cinéma et qu'on ose vraiment basculer dans le fantastique et dans l'horreur, etc., j'adore aussi quand on est un petit peu dans l'incertitude, ce qui est un petit peu normalement la définition du fantastique. Tu sais que d'avoir une lecture rationnelle et surnaturelle aux événements qui se déroulent. Et moi, j'adore ça, un petit peu basculer entre les deux. Donc moi, voilà, j'aime bien jouer à travers la vision un peu double du personnage. Et en général, les personnages qu'il y a dans mes films sont tout simplement une projection de moi-même parce que je fais aussi partie de ces gens qui ont du mal à écrire autrement qu'à partir de leur vécu et à partir de leur propre personnalité. Est-ce que toi, t'as ressenti le fait qu'on te prenne moins au sérieux, le fait que tu sois une femme, une jeune femme? Alors oui, ça m'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé pas mal à l'école de cinéma, de manière
manière générale, mais en fait le truc c'est que ça vient aussi bien des professionnels auxquels tu as affaire que parfois des autres élèves, et pas toujours de manière consciente, hein, mais aussi parfois de toi-même. Je me rappelle parfois quand on nous proposait des stages sur différents tournages et à différents postes, j'avais trop facilement tendance à me dire que j'avais pas les capacités et à me dire non, je vais pas m'engager là-dedans parce que c'est mieux qu'ils prennent quelqu'un qui sache mieux faire. Or on était vraiment tous là pour apprendre et personne n'était pro dans ce qu'il faisait, et là où d'autres hommes, et ils avaient bien raison pour le coup, saisissaient l'opportunité sans trop se poser de questions, tu vois. Et effectivement oui, je me suis retrouvée dans des situations, parfois je me rappelle un tournage de long métrage, ça peut paraître vraiment tout con ce que je vais raconter, mais en fait c'est assez révélateur. Un tournage de long métrage sur lequel j'étais, qui par ailleurs c'était un tournage vraiment génial, c'était vraiment une super expérience. J'y suis restée 2 semaines à peu près parce que j'étais en mise en scène. En fait il y avait un mec de la régie, à chaque fois qu'il s'adressait à moi il m'appelait Pichounette. Donc on se connaissait pas, j'avais 25 ans quand même, j'essayais de me faire un peu mon trou dans le milieu, parce qu'à ce moment-là je pensais... Ça, c'est non quoi. Ouais voilà, parce qu'à ce moment-là je pensais continuer à faire de l'assistant à mise en scène, tu vois, pour faire un peu ma voix. Il y a aussi un autre mec du tournage qui était par ailleurs quelqu'un de vraiment très gentil envers moi, hein, mais qui m'appelait ma chérie, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait c'est con, mais tu sais très bien que le mec jamais il va appeler l'assistant mise en scène qui bosse avec moi, jamais il va l'appeler mon pitchoun, tu vois, jamais il va se faire appeler mon chéri ou que sais-je. Et en fait ça peut paraître vraiment 3 fois rien, mais quand t'essaies de te faire une place et d'être crédible et d'être légitime sur un tournage, et qu'en fait toi t'as l'impression de faire bien ton boulot, en tout cas t'essayes de bien le faire, d'être dans une position où t'es censé pouvoir faire un peu preuve d'autorité, etc. En fait que les mecs comme ça qui te connaissent pas sous prétexte que t'es une femme et que t'es pas trop vieille, ils t'appellent pitchounette, en fait c'est tout con, mais en fait ça participe, c'est vraiment juste un exemple précis mais qui est représentatif de toute une atmosphère qui font que t'as du mal à paraître légitime aussi bien aux yeux des autres que à tes propres yeux. Et en fait là encore une fois c'est juste un petit exemple représentatif, mais il y a énormément de choses qui fonctionnent avec cette espèce d'inégalité bien sûr, entre la manière dont les hommes et les femmes sont perçus sur les plateaux, qui fait que ouais c'est difficile d'avoir confiance en soi et c'est difficile d'être traité sur un pied d'égalité avec les autres, même si beaucoup de gens font des efforts, même si voilà j'ai été aussi entourée par des personnes géniales, et que c'est pas parce que un type m'a appelé pitchounette ou ma chérie qui m'a pas aidé par ailleurs et qu'il a pas été très cool sur plein d'autres aspects, mais voilà oui, mais c'est ça compliqué. reste pas ok. Moi je trouve vraiment que c'est ultra déplacé, et ça participe clairement à ce fait de t'enfantiliser, et malgré que ça peut paraître anodin, ça l'est pas du tout. L'ayant vécu dans d'autres milieux professionnels aussi, d'avoir ces espèces de petits surnoms que tu sais très bien, si j'étais un homme de 40 ans, je pense qu'on me parlerait autrement. Bah ouais. Et en fait ça, au bout d'un moment, évidemment que ça a une influence sur ton mindset, sur ce que tu penses et comment tu te construis, et que du coup ton syndrome de l'imposteur, il grandit en toi. C'est tout après une gymnastique cérébrale de dire ok maintenant non j'y vais, je me lance, tu vois. Enfin ce que tu dis effectivement sur la manière dont ça entame vraiment ta confiance en toi, ou en fait en tout cas le tournage, même quand c'est un tournage cool, mais toujours est-il qu'au bout d'un moment moi j'avais plus envie de faire de la régie ou de l'assistanat mise en scène sur les tournages, parce qu'en fait c'était devenu trop source d'angoisse sur plein d'aspects, où en fait le simple fait de me retrouver au milieu d'une équipe et d'avoir un minimum de responsabilité, en fait c'était vraiment source d'angoisse. Et en fait quand j'y repense maintenant, ça a quand même été construit. Alors, j'ai pas été sur 1000 tournages, mais en tout cas tous ceux sur lesquels j'ai été, où en fait il y a eu beaucoup d'événements de ce type-là qui ont fait que au bout d'un moment t'as l'impression de plus du tout être dans un univers sur lequel tu peux évoluer un petit peu sereinement et de manière professionnelle tout court, tu vois. Je repense à un autre tournage de long métrage où là pour le coup ça avait été beaucoup plus problématique sur plein d'aspects, mais alors d'un côté j'avais le premier assistant qui était mon chef direct, on va dire, j'étais stagiaire mise en scène à ce moment-là, le premier assistant qui avait tendance lui à m'épauler sur pas mal de choses, mais qui avait toujours un discours un petit peu ambigu envers beaucoup de gens. Alors moi j'étais pas sa cible préférée, mais quand même il m'a dit des choses pas ouf, avec des sous-entendus vraiment pas ouf, mais il aimait bien justement faire un peu le petit chef, et il aurait un peu aimé être la star du tournage. Il m'envoyait beaucoup faire son café ou ses boissons, tu vois. Il me disait toujours tu sais quand je te fais tel signe à l'autre bout du plateau, t'y vas tout de suite, tu me fais un café, genre c'est tant de sucre, tant ceci, tant de cela. Et à chaque fois que je lui apportais, tu sais, genre il buvait une gorgée devant moi puis il attendait en mode tu sais pour me dire genre si c'était bon ou pas, tu vois. Enfin genre il aimait bien faire un peu genre faire sa star, enfin faire sa diva, alors que c'était absolument pas son rôle, mais bon, un peu relou. Et un jour le réalisateur, qui était vraiment pas mieux dans le style, pas du tout, mais bref, il l'a vu, et en fait on était tous les trois derrière un décor, personne d'autre nous voyait, tu vois. Et il l'a pris à part, mais avec moi, pour lui dire que je valais mieux que ça. C'est marrant parce que c'est quelqu'un d'extrêmement misogyne et sexiste par ailleurs, mais à ce moment-là il avait décidé de faire le chevalier blanc, et il l'a pris à part en disant que je valais mieux que ça, et que ce serait bien de me demander autre chose que d'aller lui chercher des cafés, et que j'étais capable de faire autre chose et tout. Et en même temps, pendant qu'il expliquait ça, il avait sa main vraiment autour de ma taille et il me tenait proche de lui, tu vois. Et j'étais vraiment genre, alors que c'est vraiment le genre de personne, alors que c'était pas un réalisateur recommandable. Et du coup moi j'étais coincée derrière le décor
avoir mon chef, je savais que ça allait me retomber dessus après, se faire engueuler par le réalisateur et en gros à faire un combat de coq autour de la stagiaire. Ouais, c'était vraiment, et du coup en fait rien ne va dans cette situation, rien ne va. Et du coup même si quand j'étais plus jeune je me rêvais en meuf hyper ambitieuse, hyper sûre de moi, alors tout ça c'était aussi un peu cassé par le fait que je me suis pas toujours sentie à l'aise dans le système scolaire, mais du coup ouais, quand j'étais plus jeune, je me disais ce genre de situation, moi tu sais, souvent tu te racontes que mais tu vas répondre au mec, tu vas te barrer, tu vas piquer un scandale, tu vas plein de choses, et en fait l'expérience t'apprend que non, en fait t'es pas plus forte que ça, t'es pas plus forte qu'une autre, et qu'en fait ce genre de jamais situation, juger les réactions des gens, parce que on sait jamais, tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait, toute expérience est totalement différente. Voilà, et puis donc aujourd'hui, même si souvent je complexe souvent sur le fait que je me bats pas assez pour me pointer sur des tournages, que je me bats pas assez sur plein d'aspects et tout, en fait t'accumules quand même toutes ces expériences là dans une vie qui font que ta confiance en toi et ta capacité à supporter simplement d'être entouré par certains types de personnes, etc., sur des tournages est un petit peu remise en cause, quoi. Ouais, bien sûr. Alors on reste sur le pan ta casquette en tant que réalisatrice, parce que tu es réalisatrice. Qu'est-ce que seraient tes envies? Alors le problème, c'est que mes envies, c'est des choses qui sont difficilement finançables dans l'état actuel du cinéma de genre français, du cinéma tout court d'ailleurs. En tout cas, il y en a un que je suis en train justement en ce moment d'essayer de transformer sous forme de bande dessinée avec une super illustratrice qui s'appelle Anne-Perrine Couette, avec laquelle je fais plusieurs projets, et voilà. Et en fait ce projet-là, c'est une histoire à laquelle je tiens énormément et dont je rêve un jour de faire un film, mais c'est un truc qui coûterait vraiment très cher, donc j'essaye d'abord de faire exister la chose d'un point de vue visuel avec Anne-Perrine et sous forme de bande dessinée, parce que je trouve que c'est aussi un art fascinant et que je suis ravie de pouvoir travailler avec elle. Et sinon, il y a un vieux scénario qui est en fait la version longue de Beautiful Injuries, qui était mon court-métrage de fin d'études, que je rêve de faire un jour, mais ça c'est peut-être un peu plus réaliste. En revanche, il y a un roman qui, je crois, n'a jamais été adapté et qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle La maison sur le rivage, et qui est l'histoire d'un homme qui s'isole sur une maison sur la plage qu'un ami lui demande de garder, je crois, ou un truc comme ça, et cet ami fait des expériences et essaie de développer une formule qui permettrait potentiellement de voyager dans le temps. Et en fait, petit à petit, donc ce type boit cette espèce de potion tous les jours, je crois que c'est ça, hein. Et petit à petit, en fait, dans cette maison, plus ça va, plus il est à la fois ancré dans son époque, et plus il voit des manifestations qui remontent à une époque largement antérieure, mais qui se déroulent dans cette maison, tu vois. Et en fait, plus le roman avance, et plus en fait réalité et passé se confondent, et à la fin, il finit peut-être potentiellement presque jusqu'à avoir une interaction avec une personne qui a vécu à cet endroit-là, mais dans le passé, et qu'il ne voit qu'à travers des visions du passé qui prennent place, tu vois, autour de lui, dans l'environnement dans lequel il évolue. Et j'ai adoré le fait aussi que ça se déroule dans une petite maison sur une plage, tu vois, et pas dans une grande ville, pas dans un décor grandiloquent, mais vraiment juste sur quelque chose de beaucoup plus intime. Et comme mon amour du Dracula de Coppola le trahit, tout ce qui parle un petit peu de la persistance des émotions, des expériences et des personnes à travers le temps, la manière dont en fait parfois les sentiments ou les expériences, que ce soit la douleur, l'amour, etc., cette idée que c'est perméable entre les époques, et qu'en fait la vie se répète toujours tellement, tu vois, qu'on est sur un temps qui ressemble plus à quelque chose de pas linéaire en fait, mais avec des points qui se rencontrent. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a absolument fascinée, et donc pour cette raison, j'adorerais un jour adapter La maison sur le rivage de Daphné du Maurier. Voilà. En tout cas, tu m'as donné envie de lire le livre. Je te conseille. Alors simplement, la fin, je te préviens juste que la fin est assez frustrante, mais à côté de ça, je te le conseille très vivement. Je te ferai un retour alors. D'accord. Maintenant, j'ai des questions un peu plus légères. Quel est le film que tu aurais... Voilà, quel est le film? Oui, j'avais pas prévu ça. À une époque, je sais qu'à une époque, j'aurais dit Grave. J'aurais adoré réaliser ce film aussi. J'aurais adoré. Parce qu'il manie énormément de thématiques que je trouve vraiment passionnantes sur le cannibalisme, le rapport au vivant, le rapport à la dévoration et tout, plein de choses que je trouve vraiment fascinantes, et avec encore une fois une ambiguïté dans l'approche, dans le genre, etc., que je trouve super. Aujourd'hui, est-ce que je dirais la même chose? Bien sûr que j'aurais adoré réaliser Grave, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressortirait encore plus? Peut-être. Il y a A Girl Walks Home Alone at Night de Anna Lilia Mirpour. Alors de toute évidence, j'aurais pas pu réaliser parce que la réalisatrice a une double nationalité ou des origines, je me rappelle plus, iraniennes, qui font qu'évidemment elle a le regard et le vécu qu'il faut pour raconter cette histoire de cette femme justement qui vit en Iran. Donc j'aurais pas pu le réaliser en soi évidemment, mais c'est vraiment cette réécriture du mythe vampirique à travers ces thématiques dont j'ai fait l'analyse sur ma chaîne, que je trouve passionnante et vraiment, avec une mise en scène absolument incroyable, géniale, une utilisation de la musique formidable.
formidable. Bon, film extraordinaire et qui est donc là effectivement très très représentatif du type de genre que j'ai envie de faire. Donc celui-là et un autre pour le coup. Alors je n'arrête pas de citer Coppola alors qu'on sait, on apprend plein de choses sur lui en ce moment qui en font quelqu'un de pas extrêmement recommandable. Je suis désolée, c'est quelque chose à pas perdre de vue. Mais Twixt de Coppola. Et ce film est très mésaimé, très mal aimé, très peu aimé. Et alors que moi je le trouve, bon, pour tout un tas de raisons que j'explique dans ma vidéo et que je vais pas répéter, mais je le trouve absolument brillantissime dans son aspect méta, mais dans son histoire, la manière dont il s'empare justement de l'univers d'Edgar Poe, la manière dont il adapte Edgar Poe sans adapter l'une de ses histoires, mais en adaptant sa propre vie à travers vraiment la grammaire littéraire d'Edgar Poe qui retranscrit de manière cinématographique. Je trouve que ce film est génialissime et en fait justement dans la manière dont j'ai envie moi d'adapter Edgar Poe avec des sortes de chemins de traverse qui sont pas exactement une retranscription de ses histoires, mot à mot, c'est exactement le genre de choses que je voudrais faire, quoi. Ok, trop bien. Et j'ai encore une question. Si tu avais le choix de prendre une actrice ou un acteur, qui rêverais-tu de diriger finalement? Évidemment que j'ai envie de citer Winona Ryder, évidemment, parce qu'elle est tellement importante dans ma cinéphilie. C'est vrai qu'au moment où je suis devenue cinéphile et où des choses ont commencé à se mettre en place sur la manière dont se faisait le cinéma, tu vois, le passage vraiment de l'enfance à l'adolescence où tu commences à comprendre un peu mieux le monde et comment se font les choses, et que en fait elle était là dans tous les films que j'ai aimés à cette époque, que j'ai découvert à cette époque et qui ont vraiment construit ma cinéphilie. Donc voilà, c'est devenu un peu mon idole et évidemment que j'adorerais la diriger. J'adorerais aussi diriger Jane Asher, je pense, qui est l'héroïne du film Deep End de Jerzy Skolimowski, qui est une actrice anglaise. Elle a joué dans Deep End, qui est vraiment l'un de mes films préférés, qui est pas de l'horreur pour le coup, mais qui est un film absolument extraordinaire. Et elle est géniale dedans. Et en fait, j'adorerais la diriger. Trop bien. Bah, moi, j'en saurais même pas répondre à cette question. Bah, tu sais, là, je t'ai donné ces réponses-là, mais tu m'aurais posé la question dans 10 minutes, ça aurait été d'autres réponses, tu vois. Oui. Enfin, pas pour Winona Ryder, ça, j'aurais toujours répondu Winona Ryder. Oui, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, si toi, tu devais incarner un rôle dans un film d'horreur, quel rôle aurais-tu aimé incarner? C'est pas facile parce que assez rapidement, c'est peut-être une question d'ego qui fait ça, mais j'ai tendance à vouloir répondre les personnages auxquels je m'identifie, alors que c'est pas toujours les personnages auxquels tu t'identifies qui sont les plus intéressants à jouer pour une actrice ou pour un acteur. Donc j'ai tendance à vouloir penser tout de suite à Joe March dans Les 4 filles Outer March, dans la version avec Winona Ryder, la version de Gillian Anderson de 94, parce que c'est un personnage dont je me sens très proche. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant à jouer? Pas forcément. J'aurais adoré faire... J'adore les rôles, peut-être des rôles de grande méchante, parce que j'adore les rôles un peu théâtraux, tu vois. Grave. Si ça sort de la zone de confort, ça doit être hyper grisant de pouvoir faire ce genre de rôle. Évidemment qu'on a aussi envie d'être l'héroïne et d'être la meuf qui va vaincre et ceci et cela, et en même temps j'aime bien pouvoir faire peur comme d'habitude. J'aurais rêvé aussi faire des rôles de méchante, ne serait-ce que par exemple dans Misery, ou enfin voilà, c'est des rôles qui sont très loin, enfin qui sont assez loin de moi, mais que je trouve hyper intéressant et hyper cool à incarner. Ah, j'avoue que le rôle de Misery, ça doit être quelque chose de fascinant. Alors si, par contre, il y a un truc qui me vient assez spontanément. Alors du coup, je suis désolée, je sais pas de l'horreur, mais vraiment dans Les Liaisons dangereuses, dans le film de... Alors j'adore le roman et j'adore le film de Frears, et vraiment dans le film de Frears, jouer aussi bien Valmont que Merteuil ou que Madame de Tourvel, j'adorerais. Ça, c'est vraiment un truc dont je rêve aussi un jour. Pourquoi pas une version horrifique des Liaisons dangereuses sur scène, que sais-je. Mais ça, c'est vraiment l'un de mes rêves les plus fous, que de pouvoir travailler le texte des Liaisons dangereuses. Ouais. Ok, hyper intéressant. Du coup, j'ai une dernière question de cette partie-là, et après on passera à la dernière partie qui sera un petit jeu avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as un unpopular opinion au niveau du cinéma d'horreur et de genre un truc que tout le monde adore et que tu détestes, ou l'inverse, un truc que tout le monde déteste et que toi tu adores? Le problème, c'est que j'en ai trop. Là, je vais me faire lyncher. Non, tu peux en dire que un, t'inquiète pas. J'ai beaucoup d'unpopular opinion que je n'exprime pas parce que c'est pas politiquement correct de les exprimer dans la communauté des fans de cinéma de genre. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour être honnête, j'adore les films d'horreur, mais j'adore quand même certains films, enfin en tout cas certains sous-genres de l'horreur, et d'autres dont je me sens moins proche. Donc voilà, très simplement pour te dire, moi je peux pas blairer la saga Halloween par exemple. Ok. Voilà. Ni Freddy d'ailleurs. C'est dit. Voilà. On ne te juge pas. On risque de te juger, mais voilà, moi je ne te juge pas.
Je pense qu'on va me juger. Et pourtant, Halloween, c'est un film. J'ai bien conscience de ce que Halloween a apporté au cinéma. J'ai bien conscience d'énormément de choses. Je sais, et c'est pour ça que je trouve que c'est un film hyper intéressant à étudier. J'en parle parfois dans les sujets que je traite, etc. C'est une référence passionnante par plein d'aspects, mais moi, vraiment, ça ne me parle pas du tout. Et encore moins les suites, et encore moins les remakes. Non, mais après, pour Halloween, j'ai bien conscience qu'il est très possible que je le revoie une prochaine fois, et que là, tout à coup, ça se déclenche, et que là, tout à coup, le film se mette à me parler comme il ne m'avait pas parlé jusqu'ici. Ça arrive aussi. Hein. Vraiment de redécouvrir des films, et en fait, tout à coup, tu comprends. Tout à coup, tu vois. Moi, j'ai eu ça pour Alien. Alien, c'était vraiment, pour moi, un no-go. Et j'essaye de m'ouvrir, surtout depuis que, quand j'ai ouvert la chaîne, je me suis sortie, entre guillemets, de certaines zones de confort. Et j'ai redécouvert les Aliens, sachant qu'il y avait le dernier Alien qui était sorti. Et je me suis dit, ça va être l'occasion de les revoir. Je les avais pas revus depuis des années. Et c'était vraiment mon plus gros unpopular opinion. Et j'ai revu ça, j'étais là, mais pourquoi j'ai pensé ça une seule seconde dans ma tête? J'ai eu une révélation. Ça dépend de tellement de choses, c'est tellement... Ouais, mais oui, moi j'ai tellement changé de... Si je peux juste préciser, en fait, le truc, c'est que le slasher, le maître étalon du slasher, tel que l'a défini Carpenter avec Halloween, ça a beaucoup de potentiel, mais en fait, je suis beaucoup plus fascinée par le détournement qu'on a fait Wes Craven avec Scream, en fait, que par le modèle original d'Halloween. Je trouve qu'il y a plein de choses fascinantes à en faire, mais qu'en fait, dans le Halloween, on est encore dans une approche trop premier degré, avec une morale trop puritaine derrière, en fait, pour que ça me parle. On va passer à la partie 4, qui est l'ouverture de la boîte crânienne. On va aller trifouiller le cerveau pour que tu puisses jouer au petit jeu et finir sur une touche un petit peu marrante. Sache qu'il n'y a pas de nul ou pas nul, puisqu'il n'y aura pas de mauvaise réponse, puisque ce petit jeu, c'est que je vais te donner 2 possibilités et le plus rapidement possible, choisir l'une des deux. Et évidemment, ça va être des dilemmes, ça va aller assez rapidement. Donc tu vas devoir répondre l'un ou l'autre et on commence. Vampire ou loup-garou? Vampire. Zombie ou alien? Zombie. Jumpscare ou ambiance anxiogène? Ambiance anxiogène. Slasher ou fantôme? Fantôme. Torture porn ou found footage? Found footage. Années 70 ou années 80? Années 80. Années 2000 ou maintenant? Maintenant. Jordan Peele ou Ari Aster? Jordan Peele. Grave ou de substance? Grave. Maison hantée ou forêt maudite? Maison hantée. Pas facile. Cave ou grenier? Grenier. Regarder des films d'horreur seul ou accompagné? Seul. Au cinéma ou à la maison? Au cinéma. Seul au cinéma, c'est l'idéal en fait, c'est ça? Oui. Ok, merci beaucoup d'avoir prêté à ce petit jeu. Quel était le plus difficile? C'était Maison hantée ou Forêt maudite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, les deux sont absolument passionnants, me fascinent et tout. Donc, grave. Ouais. Pour la fin, là, si j'ai répondu seul au cinéma, c'est parce que c'est les circonstances dans lesquelles j'ai découvert Sinister et que j'ai rarement été aussi terrifiée du coup au cinéma, devant un film. Alors, on va passer à la dernière partie qui est la réflexion du corps. Donc, on va te remettre tes organes quand même. Recours-moi, s'il te plaît. Et on va évidemment te faire les sutures d'incision, bien évidemment. Donc, je te remercie infiniment d'avoir déjà participé à cette première autopsie. J'espère que tu as eu du plaisir à te faire autopsier par mes soins. Absolument. Je pensais pas qu'une autopsie pouvait être si agréable finalement. Ah, merci beaucoup. On va ranger ton corps dans la chambre froide. C'est le moment où toi, est-ce que tu as un dernier mot? Et surtout, dis-nous tes actualités, où on peut te retrouver. Alors justement, donc effectivement, en ce moment, j'ai pris une petite pause de Twitch, mais je vais revenir. J'ai plein d'idées de stream que j'ai envie de faire. Donc là, j'avais effectivement besoin de mettre des choses en pause pour reprendre le temps d'écrire. Mais je vais revenir en stream. Et effectivement, mes streams cinéma sont ensuite rediffusés sur YouTube. Donc j'ai quand même encore une présence YouTube. Mais voilà, je fais du jeu vidéo et aussi des streams cinéma. Donc ça va bientôt revenir. Donc n'hésitez pas à... Donc j'ai écran large d'un côté, mais j'ai aussi des conférences que je donne à droite et à gauche. Voilà, je suis essentiellement présente sur Blue Sky.
Voilà, là je tiens pas mal les gens au courant à ce niveau-là. Donc voilà, bientôt de retour sur Twitch. J'espère bientôt de retour à la réalisation, mais ça on verra. Voilà, en tout cas, mon court-métrage finira par arriver d'ici quelques temps sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à commander ou à aller trouver en librairie le livre Un genre à soi chez Play Society, voilà, qui est un super livre d'entretien dont j'ai eu l'honneur d'écrire la préface. Comme c'est un livre qui se fait avec l'association La CRIF, qui est le mot ACRIF, une association qui veille à développer, on va dire, un petit peu les activités en salle, enfin la promotion du cinéma en salle, tout simplement. En fait, il y a beaucoup de conférences que je donne autour de ce bouquin. C'est notamment, alors je l'adapte en fonction des lieux où je la donne et du public que j'ai, mais c'est une conférence donc qui reprend un petit peu ce que je dis dans la préface, mais qui développe davantage, donc un peu l'historique du cinéma de genre francophone et un petit peu l'analyse de ce réassort qu'on est en train de connaître en ce moment. Donc ça, c'est pareil, je le dis en général sur mes réseaux, donc que ce soit dans mes stories Insta ou sur Blue Sky. Donc si ça vous intéresse d'assister à l'une de ces conférences, en général elles ont lieu en région parisienne, n'hésitez pas, voilà, à faire un saut. Un truc que j'ai pas assez le réflexe de dire, mais qui peut amuser certains d'entre vous, c'est, alors je fais aussi partie du collectif des nouilles rampantes. Nouilles rampantes, qui est un mot, qui est la traduction un peu littérale de creepypasta. Et donc c'est une équipe composée de Thomas Hercouet, Boulet, l'auteur de bande dessinée, Chéri Krim, Clara Benjamin et donc moi-même. Et donc en fait à chaque numéro, enfin en fait c'est une émission qu'on fait sur Twitch de manière irrégulière, mais en tout cas quand on l'a fait ça dure plusieurs heures. Et en fait on raconte des histoires d'horreur qu'on a écrites nous-mêmes. On en a fait une là il y a quelques jours, enfin le samedi dernier. Et donc au moment où sera publiée cette vidéo, elle sera déjà en replay sur la chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube des Nouilles Rampantes, vous avez le replay des précédentes émissions où voilà, avec différentes invités. Donc on a eu Manon Bril, on a eu Taous Merakchi, on a eu plein de gens trop chouettes. Et en fait voilà, avec un ou une invité par émission, on est là et on se retrouve un petit peu comme si on était au coin du feu et on raconte des histoires horrifiques et c'est vraiment très cool. Si vous avez envie de vous faire peur avant de dormir, c'est le format parfait, donc n'hésitez pas. Voilà. Génial, et tous les liens seront en description, donc ouais, trop bien. Merci Demoiselle d'horreur, merci Judith d'avoir participé à cette autopsie. Du coup, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format autopsie vous plaît, qui vous avez envie de voir. N'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en likant, en commentant. Mais surtout, n'oubliez jamais de regarder derrière vous. Ciao!